Bonjour tout le monde. Merci pour votre présence ce matin. Donc, on accueille Mathieu Mercuriali et Nathalie Friet qui nous présenteront leurs travaux sur les écolieux et structures de médiation équine. Donc, Mathieu Mercuriali, vous êtes docteur en architecture, architecte et chercheur et professeur à Strasbourg. Vous travaillez sur les frontières entre architecture et vivant, et notamment sur les relations entre l'industrialisation et de nos modes de vie et ses conséquences sur l'environnement. Vous avez participé en 2023 à l'exposition au pavillon de l'Arsenal sur le Paris animal, et particulièrement sur la présence des chevaux à Paris. Et en 2022, vous avez donc publié un article sur le cheval intitulé Infrastructure animale, le cheval comme acteur de la transformation des territoires. Nathalie Friet, vous êtes thérapeute avec le cheval, enseignante d'équitation, psychopédagogue et physiopathe. Vous avez fondé l'association À Cheval sur Soi en 2006 et vous enseignez également à l'ENSAS aux côtés de Mathieu Mercuriali dans l'étude et le suivi de projets de structures de médiation équine et d'écolieux. Donc je vous laisse la parole pour une quarantaine de minutes et après nous échangerons avec la salle. Merci pour cette introduction et merci pour l'invitation. Alors, je vais peut-être commencer, puis de toute façon, on sera un peu en interaction avec Nathalie pour échanger avec vous et présenter à la fois Et respectivement nos juste un petit travaux problème de connexion. Je vais changer d'ordinateur. Je laisse Mathieu parler. et donc du coup à la fois présenter chacun nos travaux et également les travaux communs. Euh, je vais déjà un petit peu me présenter pour et puis vous expliquer pourquoi je suis arrivé à travailler sur la question du cheval et de l'espace, puisque je suis architecte, donc comme vous l'avez évoqué, et chercheur et professeur en architecture. Donc je suis pas dans le milieu entre guillemets du cheval, bien que je suis cavalier amateur. Euh, mais finalement, à travers mon parcours, j'ai été amené à travailler sur la question du vivant et du cheval. Alors, voilà. Pour remonter un petit peu en arrière, j'ai commencé mon parcours en tant qu'architecte constructeur avec la conception d'une maternité, la maternité de l'hôpital Cochin. Là, ici, on voit le patio central. Et finalement, c'est déjà à ce moment-là, c'est de se poser la question avec l'architecture, la question du mouvement, la question du bien-être, du soin et la relation finalement entre un bâtiment qui est quelque chose de figé et le mouvement des personnes et le mouvement de la vie. Donc déjà, à partir de ce moment-là, je me suis posé la question d'être cette relation au vivant, y compris si on voit cette maternité de l'hôpital Cochin à Paris où à l'intérieur du bâtiment, on avait pensé à un grand jardin, comme un jardin un peu fédérateur et exprimant la relation à la nature et à l'ancrage de nos vies par rapport à cette question de nature sur la Terre. Puis, j'ai travaillé longuement pendant 9 ans sur la Canopée des Halles, donc un projet qui se situe au centre de Paris. Et là, cet rapport au vivant, à l'animal, elle se fait par la forme, puisque c'est un bâtiment qui a une forme qui est un peu finalement en relation avec une forme animale, avec presque un squelette, une peau, et une relation à un grand parc urbain, bien que ce bâtiment soit sur une toiture, c'est comme une surélévation, puisqu'en dessous, on a 5 niveaux de commerce, d'équipements publics et de stations de métro RER. Euh, Se pose finalement cette relation intime à la question du vivant. Ce qui n'est pas évident finalement en architecture parce que finalement on travaille sur la matière, sur la construction finalement d'espaces artificiels puisqu'on se protège des intempéries en se protégeant avec les bâtiments. Et là, ce bâtiment est intermédiaire entre un espace extérieur, l'espace central, et l'espace protégé des deux ailes. Donc, c'est finalement accepter aussi notre condition humaine sur Terre d'être en relation avec la nature, le vivant et les expériences possibles avec ces éléments. Ici, c'est un peu une cartographie finalement de mon parcours entre mon diplôme d'architecte
le doctorat en architecture que j'ai passé en 2015 et aujourd'hui une habilitation à diriger les recherches, donc pour encadrer les doctorats et un parcours qui a déconstruit le métier d'architecte pour savoir aujourd'hui comment on peut encore construire avec la période dans laquelle on vit, avec un ensemble de risques naturels, géopolitiques. Et aujourd'hui, mes recherches s'attachent vraiment finalement à trouver un sens encore à la question de la construction, construire des espaces, mais en minimisant l'impact sur les milieux vivants. Et c'est dans ce cadre, finalement, je me suis posé la question de cette relation au monde vivant avec la question du cheval, en réfléchissant sur cet animal comme médiateur, en fait, entre les humains et la question de l'architecture. On en reviendra peut-être avec Nathalie sur cette question de médiation. Ça, c'était c'est la couverture de la publication de ma thèse. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis, comment dire, posé la question d'à quelle échelle on pouvait encore construire aujourd'hui, donc sur ces grandes infrastructures. J'ai travaillé sur les grandes infrastructures de mobilité, mais c'est la question de l'échelle. Et le cheval pose cette question de l'échelle puisque c'est un animal qui est beaucoup plus grand que nous, qui est beaucoup plus rapide, puissant. Du coup, si on conçoit des espaces, ou en tout cas on réfléchit sur l'animal, et je reviendrai, le cheval, on n'est pas du tout sur la même dimension que l'échelle humaine. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un pas de côté par rapport au métier d'architecte. Et à travers la thèse, j'ai pu identifier finalement une méthodologie de recherche où j'ai mis en triangulation à la fois la question de l'objet d'étude, qui serait, bon, là, c'était les objets architecturaux, le milieu dans lequel comment dire, ils ont été construits, pensés, et leur processus de fabrication et de construction. C'est-à-dire la mise en relation entre un objet, qui prête aussi le cheval, son milieu vivant, et le processus et le mouvement, c'est le temps. Donc c'est vraiment important de finalement dire que toute construction est faite pour un mouvement, pour des êtres vivants qui ne sont pas amenés finalement à rester sur place. Donc c'est cette ambivalence de faire une architecture qui est à la fois très sédentaire et qui permettent encore la question du mouvement. Et par rapport à cela, finalement, dans mon métier d'architecte, finalement, il y a une triangulation autour du projet, mais entre pédagogie, l'action de construire, et la recherche. Et cette triangulation qui se traduit par finalement mon métier de praticien, de chercheur et d'enseignant, permet d'avoir cette communication entre les différents champs et amène à avoir ces pas de côté et de finalement de permettre de rencontrer différents univers. Et c'est dans ce cadre, finalement, que j'ai rencontré Nathalie Friet pour mettre en place des pédagogies et des recherches qui soient entre divers champs. Et je pense que c'est intéressant aujourd'hui, la discussion qu'on va avoir, justement, de pouvoir créer des liens entre des champs qui ne seraient pas uniquement l'architecture sociologique, mais également d'amener d'autres experts sur ces questions. Si je reviens un peu en arrière sur cette question finalement de la relation au cheval et l'espace, j'aime beaucoup cette représentation d'un savant, Athanasius Kircher, qui en 1675 représente le Jardin d'Éden ici comme un enclos qui s'oppose finalement à la condition naturelle, à l'espace sauvage, bien qu'on peut voir quand même qu'il y a des espaces cultivés en dehors de ce Jardin d'Éden, mais finalement notre condition humaine aujourd'hui, c'est la sédentarisation. Et la sédentarisation commence par la domestication, avec la domestication du cheval qui est assez récente, mais finalement l'usage d'autres espèces, hein, que ce soit végétales ou animales, pour développer en fait les activités humaines. Et, pardon, j'essaie d'avancer. J'ai un petit- euh, Et en lisant le livre de Bernadette Lisset, qui est une chercheuse au Musée d'histoire naturelle, qui a travaillé toute sa vie sur le cheval au travail, qui commence son livre en disant que, contrairement à ce que l'on a longtemps pensé, les chevaux ne possèdent pas de territoire. Si le mâle repousse énergiquement loin de sa famille le congénère adulte de même sexe, il n'associe pas ses actes à la défense d'un espace géographique déterminé. C'est la famille qu'il protège et non les lieux où elle évolue. Et quand j'ai lu cette phrase, ça m'a vraiment fait changer de point de vue finalement, même par rapport à l'architecture. C'est que
finalement, il y a d'autres espèces non humaines qui n'ont pas le même rapport à l'espace que l'espèce non humaine peut avoir. Finalement, nous, on a créé des espaces clôturés, organisés, même avec des propriétés, en séparant, en divisant les espaces. Alors que les chevaux n'ont pas la même relation. Leur espace, il est lié à leur relation, comment dire, entre congénères, entre êtres vivants. Ce qui est complètement différent. Et moi, dans ma pratique et finalement dans la manière dont j'enseigne, ça m'a beaucoup aidé à faire évoluer finalement mon point de vue. Et c'est, comme vous l'avez évoqué, cet article que j'ai écrit et qui a été publié en 2022 dans les cahiers de la recherche architecturale et urbaine paysagère, qui s'intitule Infrastructure animale, où j'ai essayé d'analyser finalement l'impact du cheval sur la transformation des territoires fabriqués finalement pour les humains. C'est-à-dire que le cheval, depuis qu'il a été domestiqué, a vraiment participé à la fois à construire par sa force les territoires, mais à les transformer aussi avec ses propres dimensions. Puisqu'on a organisé, finalement, on a aussi domestiqué, c'est-à-dire aussi organisé la reproduction. Ici, on voit un élevage de chevaux de haras en 1769. On voit qu'on a organisé aussi l'espace du cheval avec des enclos, comment dire, mesurés, comme une propriété, avec des espaces protégés. On a organisé comment dire, la vie du cheval à l'image également de la vie humaine. Mais on a aussi organisé, ici c'est bien sûr c'est François Robichon de la Guérinière avec un plan en fait du tracé de chevaux, c'est-à-dire qu'on a aussi dessiné, organisé, presque écrit en fait la manière dont on a contrôlé le mouvement du cheval. Donc c'est-à-dire qu'on a organisé aussi le mouvement du cheval dans un espace qui était soit une carrière ou un manège aux dimensions entre dimensions pour le cheval, mais aussi humaines. Donc, c'est la rencontre aussi de deux êtres vivants. On a organisé son espace de vie. Ici, c'est le très beau dessin de Léonard de Vinci pour un modèle d'écurie. Finalement, on a aussi mesuré, presque, comment dire, technicisé, ici avec tout un système de récupération du purin. On a automatisé aussi la vie du cheval avec le foin qui venait du dessus des granges, avec tout un système pour pouvoir distribuer le foin. Donc, on a aussi, finalement, quelque part, industrialisé la vie des chevaux qu'on a contenu dans des espaces de plus en plus contraints comme nous, finalement, dans des espaces de vie qui sont relativement contraints. Mais c'est aussi une organisation du territoire. Ici, c'est une carte représentant les circonscriptions des haras. Donc, on a aussi divisé le territoire en haras pour organiser finalement la vie et la généalogie des chevaux en France. Donc, c'est aussi une relation administrative presque avec les chevaux et qui est en relation avec les distances parcourues puisque les chefs-lieux, comment dire, des circonscriptions étaient à équidistance les uns des autres par rapport au temps parcouru par les chevaux. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est la division finalement des espaces pour les chevaux, c'est qu'on a maîtrisé finalement leur mouvement. Les chevaux sauvages peuvent se déplacer complètement librement. Après, avec la domestication, là on voit aussi d'autres espèces, on a organisé, quantifié le nombre d'espaces qui leur étaient disponibles. Et pour cela, on a créé des frontières, des murs. Ici, on voit que c'est les clôtures industrielles et les barbelés. Avant, il y avait les haies. C'est-à-dire que l'organisation même du territoire et de cette frontière, cette limite, a suivi aussi la technologie de la haie, qui était vraiment naturelle, au 19e, l'apparition des clôtures avec l'industrialisation et la fabrication et la transformation du métal, jusqu'à aujourd'hui, finalement, les écuries actives où on utilise la technologie digitale, électronique, pour organiser le cheminement du cheval dans sa journée avec presque des clôtures virtuelles, en tous les cas avec des colliers pour, comment dire, relié à un système de gestion automatisé. Donc, on a emmené aussi la technologie pour la gestion des chevaux dans l'espace. Puis, je vais peut-être aller rapidement parce qu'après, on passera sur la question de la pédagogie et du travail
on a fait ensemble avec Nathalie Friet. Comme vous l'avez dit, j'ai participé à une exposition Paris Animal qui s'est tenue en 2023 au pavillon de l'Arsenal, donc à Paris. C'est un lieu qui est dédié à l'architecture, à des expositions, à la présentation de l'architecture. Et cette exposition, c'est la première fois finalement que le lieu a présenté la relation des animaux que pouvaient avoir des animaux dans une ville. Alors, il y a différents points de vue avec les animaux sauvages, comment dire, même la décoration de bâtiments avec des sculptures ou en tout cas des bas-reliefs d'animaux. Et je me suis intéressé, moi, sur la question du cheval à Paris. Et finalement, avec le titre de l'article, à un moment donné, à la fin du 19e siècle, il y avait plus de 80 000 chevaux à Paris. C'est-à-dire que quasiment dans tous les îlots, dans tous les pâtés de maison de Paris, il y avait des chevaux. C'est-à-dire qu'il y avait en permanence une relation à l'animal. Aujourd'hui, quand on est dans une ville, la seule relation qu'on peut peut-être avoir aux animaux, c'est peut-être de voir quelques pigeons, quelques oiseaux, un chat qui se promène un passant qui aurait un chien tenu en laisse. C'est vraiment de façon épisodique qu'on a une relation à l'animal. Alors qu'à Paris et dans les autres villes, au 19e, hein, au début du 20e siècle, les chevaux étaient partout. Ils étaient au service de l'homme, des humains, pour les transporter, pour transporter les marchandises, pour organiser la ville. Et la ville a été conçue, la ville du 19e, construite en partie par Haussmann, était construite à la taille en fait des chevaux. Comme on peut le rappeler, la question de la porte cochère, on rentrait avec comment dire le fiacre dans le bâtiment, donc on avait dimensionné des portes à l'échelle du cheval et de la voiture qu'il tractait. Alors j'ai fait tout un travail d'essayer de cartographier les lieux des chevaux à partir de données euh, précieuses comme l'ouvrage d'une chercheuse qui s'intitule Le cheval à Paris de Ghislaine Bouchet. Et finalement, la cartographie qu'on peut voir ici, c'est le nombre de chevaux. Donc, on voit qu'à Paris, les chevaux étaient pas tout à fait répartis de façon identique. On peut voir qu'il y a une forte concentration de chevaux dans le nord-est parisien et dans le sud-ouest parisien, mais pas pour les mêmes raisons. Le cheval a montré aussi avec cette carte que finalement, il montrait déjà la disparité en fait des classes sociales dans Paris. Les chevaux qui étaient au nord-est et les organisations, c'était plutôt les grands entrepôts des omnibus où il y avait les chevaux de travail qui étaient comment dire, parqués et dont la vie était organisée. Et dans le sud-ouest de Paris, c'était plutôt des manèges et des chevaux pour l'équitation pour le loisir, pour les classes sociales plutôt aisées. Donc il y avait déjà cette disparité des espaces dans Paris qui montre à travers l'organisation du cheval, l'organisation sociale de Paris. Et on peut voir aussi, pour moi, que quand même des choses assez tragiques, ici c'est les entrepôts des omnibus, hein, donc les ancêtres des tramways qui étaient tractés par les chevaux. Il en fallait beaucoup puisque c'était un travail extrêmement dur. Et donc, on a organisé l'espace de vie des chevaux dans des écuries sur 2 étages, comme les immeubles parisiens. Puis, c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment développé mes recherches sur le cheval, où avec un groupe d'architectes et un photographe, pour la Biennale d'architecture de paysage de Versailles, également en 2023, on a proposé euh, comment dire, un travail pour faire venir les chevaux dans l'école d'architecture de Versailles, puisque peut-être vous ne savez pas, c'est que l'école d'architecture de Versailles se trouve dans les petites écuries de Versailles. Donc là ici, on est comme on est dos au château. À gauche les grandes écuries, à droite les petites écuries. Et il se fait qu'il n'y a pas eu de chevaux qui sont revenus dans les petites écuries depuis le début du XXe siècle. On n'a pas trouvé trace. Donc l'idée c'était de faire venir un cheval de l'école académique de Versailles dans l'école d'architecture. Donc c'était l'idée de montrer que les traces du vivant, les traces du cheval dans un espace qui aujourd'hui est destiné à une autre activité. Donc, on avait aussi plâtré comment dire, le pas d'un de ces chevaux, mis en relation avec un cheval qui est dans un espace libre et pour montrer aussi l'asservissement aussi, du coup, et la domestication du cheval par rapport à un être sauvage.
Et c'est là où j'en viens maintenant au travail que je mène depuis maintenant de 5 6 ans avec les étudiants sur cette question finalement de la relation de, comment dire, de l'architecte au vivant. Et ça a commencé avec une étudiante qui a passé son diplôme maintenant je pense il y a 6 7 ans, et qui a travaillé sur le bien-être du cheval, donc Violette Pézier, qui a euh, travaillé finalement sur un centre équestre avec pluridisciplinaire qui accueillait aussi des chevaux pour remettre en place une ligne omnibus. Et donc, elle est venue avec ce sujet. Et donc, c'est vrai que ça a permis d'avoir une discussion aussi avec une autre enseignante, Dominique Rouillard, sur cette question du rapport à l'animal, puisque elle, Dominique Rouillard, a porté à cette époque aussi un séminaire sur la question de l'animal et de l'architecture. Puis avec Nathalie Friet, peut-être que si vous voulez après en parler un mot aussi, Nathalie, on a mené pendant plusieurs années à l'école d'architecture de Strasbourg un workshop dans le centre de Nathalie Friet en Bourgogne avec des étudiants de master à l'école d'architecture de Strasbourg. Aujourd'hui, je suis à Paris, à l'école d'architecture de Paris-Val de Seine, mais pendant 4 ans à Strasbourg, on a mené ce travail avec les étudiants. Ici, on voit le groupe d'étudiants dans le manège. Et c'était intéressant finalement de se compléter avec nos deux approches du cheval pour aider les étudiants à prendre conscience de l'impact qu'ils vont avoir dans leur métier sur le vivant. Je ne sais pas si Nathalie voulait dire peut-être un mot. J'en dis qu'un alors. Non, je sais. Ouais. Non, mais du coup, comment je reprends juste sur le travail là qu'on a fait ensemble. Ouais, après, Oui, je voilà. Et reprendrai puis, la oui, vous présentation. reprendrez. Oui, D'accord, oui, ok. voilà. Ok, Mm. d'accord. Donc, on s'est retrouvés avec Mathieu suite à un projet que j'avais avec des milliardaires chinois qui avaient besoin d'architectes. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec Mathieu et qu'on a commencé à travailler sur la possibilité de créer un centre de médiation équine utopique, dans le sens où on n'avait aucun frein au niveau du budget et qu'on a commencé à réfléchir sur effectivement comment construire un lieu de soins, puisque la médiation équine est quand même un accompagnement de soins par le cheval sur tout type de pathologies et de problématiques diverses et variées, autrement que présenter juste un manège fonctionnel d'un centre équestre et puis amener des séances de médiation équine dans ce lieu. Donc on s'est dit, il vaut mieux adapter effectivement un lieu complètement à l'espace de soins plutôt que juste chercher un bâtiment. Souvent, les bâtiments en plus équestres sont des bâtiments un peu froids qui ressemblent à des stabulations agricoles. Donc on s'est un peu retrouvé autour de tout ça et, euh, et faire travailler ces jeunes futurs architectes autour de la présence du cheval a été quand même un moment assez intense pour nous et pour eux d'ailleurs. Et le principe, c'était de, comment dire, de remettre en mouvement quelque chose qui peut se figer dans le corps de ces jeunes architectes. C'est-à-dire que c'est vrai que l'architecture a tendance à figer dans un projet, dans la matière, un espace, avec des bâtiments et des projets, alors que de mon côté, moi, la médiation équine, la première chose, euh, nos premiers objectifs, c'est remettre en mouvement le corps de la personne qui vient dans nos séances. Le mouvement, c'est le vivant, et souvent, ces gens sont coincés dans des pathologies diverses et variées, rigidifiés dans leur psyché. Et le cheval est vraiment un vecteur de mouvement royal. Et donc, on a essayé donc de faire euh, comprendre à ces jeunes euh, que par miroitage, le mouvement du cheval pouvait venir réveiller à l'intérieur d'eux un processus créatif qui ne peut s'effectuer que dans un mouvement intérieur. Donc voilà, c'est un peu là-dessus qu'on s'est retrouvés. Et c'est vrai qu'on leur a fait vivre des moments assez intenses. Et le projet a perduré pendant 3 ans. Mm.
Donc Et c'est voilà. vrai que là, on vous voit travailler avec un étudiant, mais c'était vraiment l'idée avant qu'il commence à dessiner ou à se projeter chaque jour. Donc, il y avait un travail avec les chevaux finalement de différentes manières. Il y avait différentes activités Alors, il y avait, et oui, il y oui, avait vraiment une mise. La première chose, ça a été d'aller rencontrer les chevaux dans leur milieu naturel, c'est-à-dire que nous, on a une trentaine d'hectares, on a 25 chevaux à peu près, ils vivent en troupeau. Et donc, c'est aller rencontrer le cheval déjà dans son attitude et dans des habitudes naturelles. Et après, on a choisi quelques chevaux. On est venu faire un travail en liberté dans l'espace, parce que l'espace, c'est quand même la matière de l'architecte et c'est aussi la matière du cheval. Et puis, on leur a essayé de leur faire aussi expérimenter de la sensorialité, c'est-à-dire qu'est-ce que le cheval, au plus près de son corps, vous voyez dans cette photo, où il y a une fusion corporelle, bien évidemment, qui va rappeler tout ce qui est la fonction maternante du cheval. Notamment, cette jument était une jument de trait et avec laquelle on travaille cette fonction maternante qui va venir faire, alors c'est un peu psychanalytique, mais régresser la personne à un stade antérieur de développement pour qu'elle aille rechercher dans son vécu peut-être des choses qui ont été mal amenées et pouvoir les revisiter en sécurité, de façon encadrée dans ce cadre thérapeutique. et c'est vrai que du coup, ça a amené les étudiants à avoir un rapport à l'architecture, mais aussi au paysage, c'est-à-dire de faire sortir dans la conception pure d'un objet architectural, mais de l'emmener sur une conception aussi de l'espace et de voir comment on pouvait faire interagir en fait l'espace des chevaux et l'espace des humains à travers différentes propositions. Si on voit une des propositions des étudiants, jusqu'au dessin de l'architecture avec des espaces un peu. Là, il y avait tout un parcours. Les étudiants avaient réfléchi sur des parcours pour les chevaux. Donc, c'était des expérimentations et c'était les faire sortir aussi de leur zone de confort et de prendre des risques, en fait. Et c'est ça, c'était vraiment aussi intéressant, c'est d'aller au-delà de l'exercice architectural, mais de penser finalement une manière de proposer un projet qui soit un peu décalé, un peu différent de ce qu'ils avaient pu appréhender dans la pédagogie plus classique de l'école d'architecture jusqu'à là, ici, un diplôme d'un des étudiants. C'est l'étudiant qu'on a vu travailler dans le manège, qui a fait tout un centre finalement aussi agricole autour de la question du vin, où il a intégré les chevaux. Donc ça l'a marqué aussi par rapport à son parcours et finalement il l'a intégré. Ça lui paraissait complètement, comment dire, impossible de pas l'intégrer à son projet de diplôme. Donc c'est aussi une manière d'ancrer les étudiants dans quelque chose de beaucoup plus vivant et de relation à la nature et pour minimiser l'impact de l'architecture sur le monde. Et puis, ici, c'était en 2023 également, on avait organisé avec Nathalie Friet et puis d'autres chercheurs au sein de l'école un moment de réflexion sans, comment dire, sans hiérarchie finalement entre enseignants, chercheurs, étudiants, puisqu'il y avait des doctorants, des étudiants en master, en licence, d'autres enseignants, où on a réfléchi autour de la question du vivant, de l'espace, du mouvement, du temps, autour d'une journée comme ça de séminaire on a tous travaillé au sol pour essayer de finalement d'échanger sur notre rapport au vivant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était assez marquant à l'école, puisque c'était complètement innovant. Et ça a permis aussi de libérer finalement des positions des architectes et des étudiants, futurs architectes, pour finalement de prendre confiance en soi. Quelque part, c'est aussi ça, c'est prendre confiance en soi et de se positionner face au monde qu'on a aujourd'hui par rapport pour le rendre meilleur en tout cas et le rendre plus ancré dans un sol vivant. Alors peut-être pour finir, et puis après je vous passerai la parole, Nathalie, c'est aujourd'hui où je continue ces recherches, donc de cette habilitation à diriger les recherches, et c'est finalement ma recherche se développe plus sur la question des milieux et le risque aujourd'hui, c'est-à-dire anticiper les risques climatiques, géopolitiques. C'est aussi décoloniser quelque part les modes opératoires, c'est de faire autrement en fait de l'architecture et d'intégrer finalement cette relation avec le vivant qui est primordiale
pouvoir continuer et finalement même de la question de l'habitabilité de la Terre aujourd'hui. C'est ça qui est en question. Et finalement, le cheval m'a permis d'aborder ces questions-là. Et aujourd'hui, bah, je travaille sur un autre terrain, c'est plutôt les îles méditerranéennes. Je vais pas en parler j'ai parlé très rapidement aujourd'hui, mais finalement, c'est un terrain à risque, hein. On voit à la fois c'est le surtourisme, la migration forcée de personnes qui sont souvent des cas tragiques sur des territoires qui étaient très très rudes et où il y avait un autre équidé qui était très important, donc les ânes et puis les mulets, qui étaient vraiment l'élément fondateur pour pouvoir vivre sur ces lieux. Donc, je suis beaucoup intéressé aussi à ces équidés qui ont marqué, qui ont organisé d'une autre manière finalement les territoires pour amener à réfléchir sur l'architecture et la relation au territoire. Donc ça, c'est un travail que des étudiants ont fait à Milan lors d'un workshop sur une île un peu prototype, mais où finalement, il n'y avait pas une hiérarchie entre architecture, milieu naturel, mais c'est une espèce de cohabitation ou collaboration entre les vivants. Finalement, c'est ce passage avec le travail finalement avec le cheval dans ma recherche qui m'a permis d'aboutir et aujourd'hui de réfléchir sur un peu plus largement notre relation au milieu naturel. Donc, moi, j'ai à peu près fini. Après, on pourra échanger si vous voulez. Je vais vous, du coup, arrêter le partage et je vais mettre votre présentation, Nathalie, si vous voulez. Ok. Ben, pendant que vous partagez l'espace, c'est vraiment essayer de ne plus faire d'architecture hors sol qui sont invivables, qui dans la gestion des flux, la gestion de l'habitat, on se rend compte qu'on est mal dans certaines structures architecturales parce qu'elles ont été uniquement pensées euh, dans un cerveau absolument pas en relation avec le corps de l'architecte et ça fait vraiment des structures qui sont très désagréables à vivre, que ce soit au niveau de l'esthétique ou au niveau du ressenti global. Donc voilà, alors du coup, donc en ce qui me concerne, le projet avec ben, ah bon, la présentation. Oui, donc je suis fondatrice et directrice d'À Cheval sur Soi que j'ai fondée il y a maintenant 18 ans, en 2006. Donc on va passer sur la slide suivante. Le projet était effectivement de construire un centre de médiation équine pour pouvoir accueillir tout public, euh, tout ceci étant effectivement médiatisé par le cheval. Et vous voyez que on s'est retrouvé avec Mathieu des années après, mais le projet a commencé par un projet architectural. Je suis partie d'un pré, il fallait une enveloppe, il fallait un lieu pour que les gens puissent se poser à l'intérieur d'un lieu accueillant, chaleureux. Et donc le choix de ce cocon a été, le matériel était effectivement le bois et pas le métal. Et d'emblée, toute l'ambiance du centre est complètement différente. On va passer à la slide suivante. Et ce qui est important, c'est qu'il a été immergé, on le voit un petit peu en bas à gauche, il a été immergé dans un massif forestier au sein du Morvan. Donc on est dans un milieu naturel et on va utiliser ce milieu naturel dans nos séances comme médiateur, parce qu'on ne travaille pas avec que la médiation du cheval, mais avec la médiation de la nature. On va passer à la slide suivante. Donc voilà un peu la structure dans laquelle tout se fait ici. Alors ce qui est intéressant à voir, c'est la luminosité et la chaleur du bois. On voit très bien ce qui se dégage à l'intérieur du manège. Il y a une transparence parce qu'il y a beaucoup de vitres. On a voulu que la nature rentre un petit peu dans le manège pour ne pas scinder trop les espaces et on soit en relation complètement avec les éléments. Même les écuries, on voit en bas à gauche, il n'y a pas de grille. Les chevaux viennent là une heure ou deux, ou quand il y a des soins à faire, mais vivent dans les prés aux alentours donc de la structure.
La slide suivante. Donc ça, c'est pour vous voyez un petit peu l'ambiance qu'il y a à l'intérieur. Alors, il faut savoir que, bien évidemment, le budget étant un peu limité, je n'ai pas pu faire tout exactement comme je voulais. Mais on a essayé de travailler sur l'esthétique du lieu, que ce soit un lieu lumineux, que ce soit un lieu effectivement chaleureux, et, et pour que en fait la personne, quand elle rentre dans ce lieu, elle ait quelque chose d'émotionnel qui la saisisse et qui la mette d'emblée, ce qu'on appelle en éthologie, dans un champ détendu. C'est-à-dire qu'elle puisse se poser, qu'elle puisse être rassurée, et que l'ambiance l'accueille dans toutes les dimensions de son être. Alors, on voit aussi, mais j'en parlerai après, qu'on a mis des tableaux, anciennement des tableaux d'école, pour que les personnes puissent poser des mots, puissent écrire des choses, et laisser une trace, en tout cas, une trace qui va en plus, dans le temps, perdurer, s'effacer, parce que généralement, on n'efface pas les choses, et elles vont venir se recouvrir d'autres traces, d'autres personnes, et il y a une mémoire résiduelle qui va rester dans ce lieu, et si la personne revient quelques années plus tard, elle risque de retrouver, alors sur le tableau, mais vous allez voir sur le pare-botte à l'intérieur du manège. Voilà, il y a, si vous voyez le pare-botte en marron, il y a même de l'autre côté du pare-botte un mur qui a été peint en vert où les gens peuvent déposer aussi des messages, des mots, des dessins qui ne sont jamais effacés. Là, ce que vous voyez, ce sont des salles de travail. Oui, ça, c'est une salle de travail qui anciennement était une école Montessori d'ailleurs. Parce que la pédagogie a toujours été aussi une chose importante chez moi, parce que j'ai été formée en pédagogie Freinet quand j'étais petite, et ce qui a laissé toute ma créativité libre d'agir et de construire ce que j'ai voulu, voilà, dans ce travail déjà aussi particulier avec les chevaux. On va passer à la slide suivante. Donc ça, c'est un peu l'ambiance de notre travail d'accompagnateur en médiation équine. Donc il y a des choses qui se passent dans le manège. Vous voyez les enfants d'ailleurs qui adorent écrire sur le pare-botte. Et puis il y a pas mal de choses qui se passent à l'extérieur, enfin, dans la relation au troupeau, dans la relation aux chevaux. Pour nous, c'est primordial de travailler avec les éléments qui, au niveau archétypal, sont très importants pour nous. On va passer à la slide suivante. Alors, on s'est rejoint effectivement avec Mathieu pour penser effectivement l'espace de soins et se demander, mais dans quel, enfin, ce cadre thérapeutique, ce cadre euh, à l'intérieur duquel le soignant se pose et à l'intérieur duquel l'accompagnant peut déposer des choses qui sont souvent inconscientes et qui vont émerger dans ce cadre très structuré, on se demande quelle forme il peut avoir, quel lieu et quel aspect a son importance et surtout quel aspect architectural et dans l'ambiance du lieu peut venir euh, soutenir le cadre soignant et aider les personnes soignantes à accompagner au mieux le bénéficiaire. On va passer à la slide suivante. Donc, le projet de ce cadre thérapeutique qui soit le cadre porté par l'accompagnant ou le cadre élargi, c'est avant tout un espace contenant. Et nous, on parle d'espace contenant qui a une fonction et à la fois maternante et à la fois paternante. Ce sont des fonctions parentales qui vont venir soutenir la personne à l'intérieur de cet espace projectif qui va pouvoir être le recueil de ce que la personne va pouvoir déposer dans cet espace. Alors vous allez, effectivement, nous, on travaille vraiment en immersion dans le troupeau et dans la nature, et dans une immersion avec les chevaux. La nature a beaucoup d'importance. Le mouvement, bien sûr, fait partie d'un tout. On partage des choses, on travaille dans le portage avec les chevaux. Et bien évidemment, l'architecture, pour nous, est très importante, l'architecture du lieu. On va passer à la slide suivante.
Donc nous, ce qui nous a réunis, parce que c'est vrai que pourquoi réunir un architecte et un thérapeute avec le cheval? Euh, on a voulu vraiment travailler en synergie. Donc c'est vraiment ce que je vous disais, c'est comment on positionne l'architecture au service de cette triangulation particulière qu'est la thérapie avec le cheval. Et le but, c'est de effectivement perfuser de façon latente, on va le voir sur ce que j'ai un petit peu travaillé là en ce moment, on va perfuser un référentiel qu'on a dans un inconscient de façon esthétique et symbolique euh, pour, euh, pour pallier à juste la fonctionnalité d'un lieu. C'est-à-dire que, il suffit pas d'avoir des box, une écurie, un manège, et ce n'est pas suffisant pour moi en tout cas. euh, pour, euh, pour potentialiser en fait le cadre thérapeutique. Et c'est souvent quelque chose qui n'est pas du tout pris en compte euh, dans notre métier de médiateur équin. Donc, vous voyez le côté esthétique du lieu qui fait que vous avez quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, qui souvent est indicible, mais qui va vous mettre dans des conditions psychiques propices à vous reposer, à vous poser. Et c'est comme si d'emblée, sans que ce soit dit, le lieu vous met en confiance de vous confier et de déposer vos problématiques dans le cadre thérapeutique. Hein, donc une petite phrase d'Hegel, effectivement, la beauté n'est que l'éclat de la vérité. Je pense qu'on ne peut pas travailler sans cette esthétique et sans ces référentiels de beauté qui sont souvent des référentiels tirés de la nature. Le- la géométrie non euclidienne s'inspire effectivement de comment est construit une fleur, comment est construit un coquillage, comment va grandir un arbre. Et tout ça peut être au service d'une architecture euh, réaliste, matérialisée dans des bâtiments. Ça, c'est tout le travail qui n'est pas toujours facile et qu'on a essayé de mettre en place avec les étudiants à l'époque des workshops et de leur travail. Oui, là, c'était les étudiants qui étaient en train de travailler. Oui, On voilà, avait mis les tables dans dans l'écurie, l'écurie. et juste Mm, à côté du manège, et les mm, étudiants étaient finalement en relation avec les mm, chevaux pendant leur travail. mm. C'est vraiment en fait essayer de nourrir les deux disciplines de réflexion et de pratique conjointe. Alors voilà, je suis en train un petit peu d'élaborer ce qu'on appelle enfin, ce que j'appelle les outils slow. Alors slow parce que phonétiquement ça rappelle le slow de la langue anglaise, c'est-à-dire le ralentissement. Voilà, c'est un peu l'éloge de la lenteur chez nous pour retrouver une vie qui va plutôt être calquée sur le temps kairos du temps paysan plutôt que qu'aller sur le chronos qui nous mange hein, au quotidien. Donc, pour moi, la médiation équine, bien sûr, avec les chevaux, la triangulation entre l'accompagnant, l'accompagné et le cheval est le cœur du métier. Mais justement, il y a un autre pan de la médiation et on peut se servir d'autres outils que j'ai appelés effectivement structurels parce qu'ils vont faire partie de la structure organisée matérielle, donc le bâtiment, les objets qui peuvent être déposés, les tableaux, le côté artistique qu'il peut y avoir dans ce lieu. Donc ils appartiennent à la structure, ils sont pensés pour ça. Ils sont latents parce qu'en fait, ils ne sont pas proposés de fait, ils sont posés là, ils font partie du lieu, mais ils ne sont pas proposés par l'accompagnant, mais ils sont opérants parce qu'ils s'ils sont saisis par la personne qui est en présence, par le bénéficiaire, ils vont opérer un travail émotionnel et psychique à l'intérieur de la personne. Alors, on va passer sur les slides suivantes. Voilà, vous avez plein d'exemples là sur des photos, vous avez des tableaux.
Certains ont été dessinés par des bénéficiaires qui déposent une mémoire ici. On fait beaucoup de tir à l'arc à cheval aussi pour la symbolique de ce que ça représente au niveau de l'éros, hein, du désir et la pulsion de vie. On a des miroirs, on a des formes qui évoquent certaines choses, comme en bas à gauche, il y a une forme qui évoque effectivement stylisée une tête de cheval. Et quand les gens se pénètrent dans ce lieu, ils peuvent avoir une réflexion, se saisir d'une forme, d'une esthétique. On va passer à la slide suivante. Voilà, ça c'est des mots qui sont déposés sur le pare-bottes. Il y a toujours des craies qui sont déposés là pour que la personne, si elle en a besoin, s'en saisisse. Ces outils slow, en fait, ce sont des outils en plus. C'est-à-dire qu'ils sont là pour, comment dire, pour peut-être être saisis ou pas. Voilà, c'est pas, il n'y a pas d'obligation, mais ils vont renforcer le cadre thérapeutique et permettre peut-être aux soignants d'avoir des outils supplémentaires dont va se saisir le bénéficiaire ou pas, mais qui va en fait apporter plus de matière et plus de, comment dire, de guide pour que l'accompagnant, le soignant, puisse entourer au mieux le bénéficiaire qui vient chez nous pour des raisons diverses et variées. Alors, la slide suivante. Oui, donc tous ces outils et bien sûr l'environnement naturel pour nous est très important. Ça remet la personne dans ce que j'ai dit, dans le cycle paysan, c'est-à-dire dans le cycle naturel. Ça permet ce ralentissement. Euh, En fait, la bulle thérapeutique euh, est une bulle en dehors du temps, en dehors de la vie. C'est quand la personne vient comme une séance de psychanalyse, de psychothérapie ou d'autres médiations thérapeutiques, le temps change. Et une fois qu'on sort de la séance, on reprend le cours de sa vie, mais il s'est passé quelque chose de différent au sein de cette cellule thérapeutique. Et bien sûr, nos chevaux, je ne l'ai pas précisé, euh, sont là à vivre avec nous avec un respect entier de leur éthogramme, c'est-à-dire qu'ils sont en liberté, en famille, mangeant de l'herbe toute l'année ou du foin l'hiver à volonté. Euh, ils n'ont aucune activité de compétition ou sportive. Ils ont une activité physique parce qu'ils sortent en balade, ils font des tas de choses avec nous, mais ils sont libres dans leur corps, libres aussi de nous dire quand ils n'ont pas envie, et ils sont aussi libres dans leur psychique. Euh, on essaye de les considérer comme des êtres à part entière avec leur propre caractère. Ils ont tous leur facilité dans certains domaines et pas dans d'autres, donc on les force pas. Et on va toujours, généralement quand c'est possible, à moins quand on a des personnes effectivement en fauteuil roulant, où on amène les chevaux au manège, on va toujours les voir en premier dans leur pré pour découvrir, les observer déjà. Une observation, c'est déjà très très bien et ça nourrit aussi à l'intérieur en sachant qu'il ne faut pas oublier que le cheval, au niveau graphique et esthétique, est vraiment un vecteur très intéressant au niveau de notre émotionnel et de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il est vecteur de mouvement, rien qu'en le regardant, il y a quelque chose par les neurones miroirs qui se met en mouvement à l'intérieur de nous. Et c'est bien ce qu'on recherche en tant qu'accompagnant, c'est remettre du mouvement à l'intérieur de la psyché de la personne par un mouvement extérieur qui soit miroité par le cheval, soit carrément une relation avec le mouvement du cheval, soit sur lui, soit à côté de lui, dans un travail en liberté dans le manège ou dans le pré. Euh, je ne sais pas s'il y a une slide supplémentaire. Ah oui. Donc ça, c'est un petit peu le projet commun entre Mathieu et moi. On a quand même une éthique de cette frugalité créative, beaucoup de créativité, mais frugale, pour effectivement ce que disait Mathieu, il faut repenser notre façon de bâtir, parce que les ressources sont limitées, c'est vraiment un enjeu écologique. Et je pense qu'on a tous un rôle à jouer dans ce nouveau monde qui peine un peu à arriver. Euh, voilà, donc ça a été une aventure assez passionnante et on continue sur d'autres projets. Euh, voilà. En sachant qu'on a, il y a peut-être voilà, dire que
sur le livre qui va sortir, le travail qu'on a fait pour la FENTAC, Mathieu. Je ne sais pas s'il n'y a pas de slide particulier. Oui, en fait, la FENTAC est la Fédération nationale des thérapies avec le cheval, euh, qui est la formation la plus, comment dire, vieille de formation de thérapeute avec le cheval. Elle a été créée en 85-86 par Renée de Lubersac, qui était psychomotricienne. Euh, et donc, je suis formatrice dans cette formation. Et il y a un livre qui va sortir. On est une dizaine de co-auteurs à participer à ce livre qui sortira, je pense, en septembre 2025. Et avec Mathieu, on a écrit un article sur notre travail conjoint et en résumant ce dont on vient de parler. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Je ne sais pas si maintenant il y a des questions. Vous voulez rajouter quelque chose, Mathieu? Non, non, c'est tout à fait juste. Voilà, donc c'est vrai que cet article, ça sera un peu comment dire, la transition pour peut-être faire d'autres projets. En tous les Ouais. cas, comment dire, ça a permis aussi de décrire à quatre mains finalement, le travail qu'on a pu faire ensemble avec les étudiants. Et je pense que c'est vraiment intéressant cette Mm. relation entre différentes disciplines et différentes manières en fait Mm. d'aborder finalement la question du care, du soin, Mm. mais également la pédagogie. Donc je pense que Mm. c'est très enrichissant pour finalement les étudiants et puis toutes les personnes avec qui on a pu Mm. échanger sur ce sujet. Bah, et juste préciser qu'on avait déjà présenté notre travail à l'Equimeeting à Pompadour en 2020, c'était 2022, où j'avais présenté effectivement tout notre travail. Ça s'appelait Architecture en mouvement, vive l'espace de médiation. Donc voilà. Bien. Eh bien, merci beaucoup. On va passer aux questions. Si quelqu'un a des questions dans la salle, sinon, moi j'en ai, je vais bien me lancer. Euh, alors j'ai deux questions. Une première question, donc Mathieu, quand vous avez parlé des ânes et des mulets, je me demandais si vous observiez des différences et auquel cas lesquelles en termes de modification anthropique de l'environnement, selon s'il s'agit d'activités avec des chevaux ou d'activités avec des ânes et mulets. Oui, c'est une bonne question et c'est oui, tout à fait. Bon, déjà, c'est en Méditerranée là sur les îles, parce que j'ai pas fait tous les territoires de la Méditerranée, mais en tout cas particulièrement sur les îles, c'est que c'est des territoires escarpés et finalement les espaces de déplacement des ânes et des mulets, c'est sur des sentiers multiers, donc c'est des sentiers qui ont souvent des pas, hein, des pas d'âne, donc des marches. Donc on est sur un travail qui est uniquement au pas, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres allures que le pas, et sur un travail qui est extrêmement fatigant, laborieux. Donc c'est pour ça que c'est plutôt aujourd'hui, c'est encore utilisé, mais c'est principalement des mulets, hein, pour qu'ils aient à la fois plus de force, une taille plus grande, mais avec aussi des durées de vie qui sont très courtes en fait, hein. C'est-à-dire que on est encore sur quelque chose où on va user entre guillemets la machine. Parce que ils sont vraiment, j'ai discuté avec des personnes, il n'y a pas du tout cette question de bien-être animal. On utilise ces machines jusqu'au bout, quoi. Mais en même temps, entre guillemets, c'est des animaux qui coûtent relativement cher, hein, pour les personnes même qui les utilisent encore aujourd'hui. J'en ai vu encore aujourd'hui à Morgos, il y en a à Likoudi, sur différentes îles. C'est le seul moyen parce qu'on peut même pas mettre en fait de véhicule. Mais c'est-à-dire que ça coûte cher en vétérinaire. Il faut soit que le vétérinaire intervienne sur l'île, ou même des fois ils emmènent l'animal. Donc c'est quand même c'est complexe, mais c'est le seul moyen, voilà, et c'est quelque chose de presque ancestral. Mais en même temps, et dans ces îles, on a toute la technicité d'aujourd'hui. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a les deux éléments qui sont qui travaillent en même temps, en fait, qui dans cette espèce de rusticité, ou en tout cas d'un temps qui est un peu révolu dans nos espaces, parce que c'est l'animal au travail. Et c'est pas un animal d'agrément. Et puis en même temps, toute la technicité, les satellites, l'arrivée de la fibre optique dans les îles. Donc c'est ça qui est intéressant. Et donc du coup, on n'est pas du tout sur le même rapport
du cheval. C'est-à-dire que c'est pas le cheval loisir, parce qu'aujourd'hui on est plutôt dans le cheval loisir, et puis accessoirement quelques initiatives du cheval au travail, et là c'est totalement l'inverse. C'est pas du tout un animal pour le loisir. C'est-à-dire que l'animal il est vraiment utilisé pour le travail, pour le transport principalement des marchandises. Alors, juste une petite précision, je rebondis au niveau éthologie. Il faut savoir que l'éthologie de l'âne et du cheval n'est pas du tout la même. Le cheval est grégaire et Mm. nomade, alors que l'âne, il est territorial et pas du tout grégaire, il est solitaire à la base. Même si on voit des troupeaux d'ânes qui sont élevés ensemble, voilà. Et au niveau des pieds, effectivement, les pieds d'âne n'ont rien à voir avec les pieds de chevaux. Ils sont adaptés effectivement aux petits sentiers caillouteux et la surface de portance du pied d'âne est beaucoup plus rétrécie. Le mulet, ce qui est assez particulier, donc c'est une fabrication, c'est une hybridation totale en fait de l'homme. Mm. Moi je travaille beaucoup sur la question d'hybridation en fait, entre nature, technologie. Mm. Et puis là, le mulet est complètement là-dedans. On a Mm. fabriqué des êtres vivants pour les optimiser au maximum, pour avoir les deux qualités à la fois du Mm. cheval et de l'âne, hein, comme vous le dites, Nathalie, en fait, qui n'ont pas du tout Mm. les mêmes, comment dire, les mêmes physiologies, les mêmes Mm. organisations. Et sur cette hybridation, est-ce que vous auriez des conseils de lecture? Là, Alors, sur le coup, Euh, euh, allez-y Nathalie sur. bah là, sur le mulet, c'est vrai que moi, je travaille pas avec des mulets. Par contre, j'ai un collègue qui travaille spécialement avec des mulets. Je pourrais, si vous voulez me donner vos coordonnées, je vous enverrai un peu de matière. Ça marche, merci beaucoup. Eh ben, je vais enchaîner avec ma deuxième question dans ces cas-là. Et donc, c'est une question pour tous les deux qui concerne plutôt les écuries actives. On entend aujourd'hui qu'elles sont meilleures pour les équidés que les structures conventionnelles. Et pourtant, ça me semble être des espèces assez technologisées, anthropisées, donc avec des portails, des distributions automatiques, etc. Ce qui pourrait aller en fait à l'encontre de ce que vous expliquiez, Nathalie, sur la connexion avec l'environnement, les matériaux, le cycle paysan. Du coup, qu'est-ce que vous pourriez dire, enfin, l'un comme l'autre, sur ces écuries et ce nouveau rapport à la fois aux chevaux, à la relation anthropo-équine, au bien-être équin, mais aussi du point de vue humain et équin sur le rapport à l'espace et à l'activité de soins. Alors ça, c'est ouais, c'est une grande question. Quand les écuries actives ont commencé à poindre, on a regardé ça avec intérêt. On s'est dit, tiens, il y a une amélioration, les chevaux sont plus enfermés dans des box. Et en fait, c'est une... Alors effectivement, il vaut mieux qu'ils soient dans une écurie active que dans des box enfermées, certes. Mais au niveau de la relation même, parce qu'effectivement c'est très technologisé, il y a une espèce de robotisation de la relation. En fait, ça va pas dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est une autre façon de, comment dire, de contrôler le vivant, une autre façon de contrôler la relation avec le cheval et d'en faire voilà, une relation technologisée. Voilà, c'est un peu ça. Et moi, ça me heurte énormément, d'autant plus une écurie active, si on veut la faire correctement, c'est excessivement cher. Donc, c'est pas du tout d'abord pour des gens qui ont des petites écuries, c'est très compliqué. Euh, et il ne sera... Alors, évidemment, comment dire, c'est toujours pareil, on a toujours l'impression qu'on va qu'on va évoluer. Et en fait, on retombe toujours dans les mêmes ornières. Il y a eu un temps aussi, tout ce qui était Paddock Paradise, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. C'était une façon aussi de contrôler le déplacement des chevaux et de dire au cheval, tu vas aller là, tu vas manger ça, tu vas faire ça, etc. Laissons les chevaux libres, libres. Euh, redonnons la main aux chevaux de ce qu'ils doivent manger, qu'est-ce qui, enfin, c'est assez particulier. Alors, nous, effectivement, on a la chance d'avoir des hectares. Donc, c'est compliqué les comparaisons. Vous prenez un centre équestre dans la banlieue parisienne et vous venez chez moi, et c'est compliqué.
c'est compliqué. Parce que moi, effectivement, je peux dire plein de choses, mais et, et à la limite, on peut même se poser la question, est-il nécessaire d'avoir des centres équestres dans la banlieue parisienne? C'est remettre beaucoup de choses en cause. Il y a des endroits, est-ce que le bien-être du cheval est tellement mis à mal qu'il faut arrêter d'avoir des chevaux dans les villes, par exemple? Bon, moi, je suis un petit peu jusque bouddhiste. Euh, c'est vrai que bon, moi j'ai 60 ans maintenant, j'ai vécu beaucoup de choses dans le milieu équestre. Je monte enfin, je suis dans ce milieu depuis 55 ans, hein. J'ai commencé à 5 ans. J'ai vu beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, j'ai même une envie, c'est d'aller voir les chevaux sauvages. Enfin, il y en a plus beaucoup, mais, euh, mais arrêter de les contraindre. Ce sont des êtres de mouvement tellement magnifiques. Il faut quand même savoir qu'il y a des chevaux. On peut pas, voilà, les écuries actives, les chevaux, ils galopent quand? Il y a énormément de chevaux qui ne peuvent galoper qu'avec un cavalier sur le dos. Ils ne galopent jamais en liberté. C'est monstrueux. Moi, quand je vois mon troupeau remonter il y a un parc, on a une dizaine d'hectares, ils remontent tous au galop. C'est rien que ça, c'est fabuleux. Et je dis à mes chevaux, si vous saviez la chance que vous avez, hein. Les chevaux chez nous meurent à l'âge de, on arrive à les conserver jusqu'à 30, 32 ans. La moyenne d'âge en France des chevaux tout confondus, ça va être 16, 17 ans. Mm. Et Euh, c'est- Il y a une réflexion du bien-être, hein, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Euh, mais voilà, voilà, les animalistes un jour vont nous même peut-être nous interdire de travailler avec les chevaux. Alors j'espère que ça ne va pas en arriver là, mais il y a vraiment des choses encore absolument insupportables. Hein, on peut se poser la question, moi je vais assez loin, mais la compétition avec les chevaux, jusqu'où va-t-on? Voilà, alors on ne peut pas trancher comme ça, voilà, et avoir des avis si tranchés, mais réfléchissons bien. Et donc, voilà, pour moi, effectivement, Mathieu rebondira là-dessus, l'écurie active, oui, est un progrès pour un cheval qui vit au box. Mais je ne mettrai jamais un de mes chevaux en écurie active. Et ce qui me pose problème, et vous l'avez souligné, c'est la relation. Que devient la relation dans cette histoire? ben, Mais c'est ça. la relation est mise à mal, de toute façon. Mais c'est-à-dire qu'on remplace comment dire, des actes avec des relations entre l'humain et Mm, le cheval mm, par, par une automatisation, par l'informatique, par la machine. Mais c'est exactement aussi mm, pour l'élevage de bovins où finalement tout est automatisé. Et du coup, bah, la relation avec l'humain a disparu. Et il y avait un très bon documentaire là-dessus sur un des éleveurs de vaches laitières. Et finalement, ils se sont comment dire, endettés sur plusieurs générations pour acheter tout le matériel de traite et de tout le traitement en fait finalement des tables actives où les vaches passaient d'un espace à un autre et ils mm, n'avaient plus aucune relation à l'animal. Et donc c'est-à-dire que avant ils pouvaient du coup avoir cette relation à l'animal et voir si l'animal était en bonne santé, il avait eu une blessure, etc. Alors que là ils étaient occupés à gérer la machine. Donc je dirais pas que mm, l'écurie active est jusque-là, mais finalement des moments où on peut je pense, être en relation avec le mm, cheval et voir ses conditions, mm, disparaît. Donc il y a une distanciation. Alors c'est ça qui est très curieux. Mais finalement, c'est à l'image aussi de la vie qu'on a aujourd'hui. Je ne vais pas faire de comparaison, mais au Japon, aujourd'hui, il y a eu un sondage pour les personnes âgées. Et au Japon, les personnes âgées préféreraient être accompagnées chez eux par un robot plus que par une aide personnelle avec une mm, vraie personne. Donc il y a vraiment à un moment donné, c'est presque aujourd'hui, une espèce de distanciation et dire que le robot va remplacer, la technologie va nous distancier des rapports entre êtres vivants. Donc je dirais pas que la cure active va jusque-là, mais c'est dans cet moment mm, de technologie et dire que la technologie va pouvoir tout remplacer, en fait. Voilà. Il faut pas dire que la technologie, on la met de côté et qu'on va repartir sur quelque chose de plus ancien, parce que je pense pas que les conditions des chevaux, par exemple, de travail au 19e, au 20e, où c'est quand même des choses catastrophiques, ou même, mm, là, on parle même des mules et des ânes, et des ânes en Méditerranée, leur espérance de vie et de travail, de vie qui est très, très courte, et travail très, très laborieux. Donc, c'est toujours, voilà, il faut toujours mesurer entre
il y a pas le mieux, il n'y a pas une seule solution. Je pense qu'il faut Ouais, c'est ça. Je peut-être pense que tester voilà. des choses, voilà. Mm. Donc, il faut pas dire, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et c'est dans la question de l'hybridation, je trouve ça intéressant, c'est que voilà, il y a des choses qui, voilà, on avance et on teste Mm. des éléments. Et comme vous dites, je pense que c'est mieux les tirs réactifs que un cheval 24 sur 24 dans un box ou même dans les écuries, vraiment la stalle, quoi. C'est vraiment le cheval peut même pas s'allonger. Donc, il faut toujours, voilà, replacer dans un contexte plus général. Très bien. Bah, merci beaucoup. Bah, je vais laisser la parole Maurice. Ouais, je veux bien. J'ai plusieurs questions, même beaucoup de questions. Merci beaucoup, c'était vraiment c'est très très intéressant cette double approche aussi que vous avez, euh, à la fois éthologique et d'architecture. Moi, je voulais commencer par revenir un peu sur les réflexions de la fin de votre de présentation autour de... Donc moi, je travaille sur l'attraction animale en agriculture au XXIe siècle en France. Donc, Mhm. toutes ces questions de rapport au temps et à l'espace, elles sont énormément présentes dans mes entretiens. Euh, Avec une forme, en fait, c'est pour moi le fait de retourner à l'attraction animale, c'est une forme de réappropriation de l'espace, de réappropriation du temps, de coproduction avec la nature, qui est matérialisée par voilà, l'animal de travail, qui est bien souvent un cheval ou un âne d'ailleurs. La première question que je voulais vous poser, c'est vous, dans les approches que vous voyez, est-ce que derrière, il y a une forme de réflexion plus critique, on va dire, de la modernité actuelle, critique du progrès de manière conventionnelle, et en fait une proposition un peu de société différente, quoi, dans ce que vous pouvez proposer, par exemple, Nathalie, ou vous, Mathieu, avec une forme un peu d'architecture différente, parce que moi je retrouve beaucoup cette critique de la modernité dans mes entretiens. Bon, je prends la main en premier, Mathieu, mais alors une critique de la modernité. Je ne mettrais pas ce mot de critique, mais nous, on est vraiment dans l'agir. C'est-à-dire que nous, on met les gens en situation d'être corporellement chez nous. Donc, on essaye d'emmener la personne à ce qu'elle-même, elle s'aperçoive que qu'elle vit, ce qu'elle vit ici au centre, elle va pouvoir en bénéficier à l'extérieur dans sa vie et se décaler par rapport à, comment dire, à cette folie du monde, si on peut dire, mais voilà, cette espèce de fuite en avant perpétuelle qui a attaqué le mur déjà de toute façon. Donc nous, on n'est pas dans une critique, on est dans une proposition réaliste de mettre la personne en condition de vivre quelque chose intérieurement et de se l'approprier et de voir que là, il y a une ressource. Donc c'est plus corporel qu'intellectuel. Vous voyez, un petit peu. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Mais bien évidemment que on tire les gens vers autre chose. On sait que la façon de fonctionner aujourd'hui globalement est délétère. On voit bien que ça sombre dans le chaos. Qu'on ne sait pas trop bien ce qui va se passer après. Donc, dans cet entre-deux, il y a quelque chose qui doit se créer. Et nous, on est comme un espèce de petit îlot, une petite cellule imaginale, là, qui propose des choses, des ressources qui ne sont pas spécialement nommées, parce que quand un bénéficiaire vient, voilà, on ne fait pas un cours théorique de philosophie ou de quoi que ce soit, mais on lui propose de sentir, de ressentir quelque chose dans son corps, et c'est le corps qui va comprendre quelque chose et qui va l'intégrer. Et là, hein, nous, chez nous, on a un slogan, c'est première chose, être en mouvement, se remettre dans son corps en mouvement. Deuxième chose, créer un lien, donc la relation dont on a parlé là tout à l'heure. Il faut absolument redevenir un humain relationnel. Et la troisième chose, quand on a les deux premières, on peut donner du sens à sa vie. Voilà, nous, c'est ce qu'on propose. Mais à partir du corps, toujours à partir du corps. Et bien évidemment, on est dans une médiation corporelle.
Et le corps du cheval, c'est 500 kilos de chaleur, de mouvement, de force, de puissance. Y a pas, Cette expérience est incroyable. Parce qu'en tant qu'humain, à part se retrouver avec son conjoint ou avec quelqu'un avec qui on a une relation corporelle, on n'a jamais de relation avec un corps aussi immense. Il y a une surface corporelle qui se dégage. Il y a une intensité qui est énorme. C'est ça la force de notre thérapie. Il y a des thérapies avec le chien, des thérapies avec d'autres animaux. Bon, c'est plus compliqué d'aller faire de l'éléphanthérapie, c'est un peu plus gros. Mais le cheval a un potentiel extraordinaire. Et c'est bien pour ça qu'il suit l'humanité et l'histoire de l'humain depuis 6000 ans. Enfin, un petit peu plus d'ailleurs. Voilà. On a formaté l'histoire du cheval en fonction de notre histoire à nous. Et aujourd'hui, par la médiation équine, il prend réellement sa place. C'est, c'est un peu voilà, pour moi, c'est un améliorateur d'humanité. Il vient nous emmener ailleurs, il vient nous penser. Dans nos blessures d'hommes modernes, j'appelle ça l'homo numericus, là, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, nous, on part du corps, en tout cas. Moi, je vais rebondir sur la question du cheval au travail, hein, moi, je crois aujourd'hui, cette question, en fait, elle vient aussi. Bon, Bernard Lisée a beaucoup écrit aussi là-dessus, sur finalement du passage d'un cheval au travail au cheval au loisir, hein. C'est un peu un parallèle avec la société aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans une société de loisirs. Il y a une aspiration de partir en vacances, de faire du loisir et que le travail, bien sûr, presque des fois est accessoire, en tout cas le travail manuel. On a une société, on s'est distancé finalement de l'espace, de la terre, du rapport à la nature. On fait un travail assis derrière son ordinateur. Bon, il y a des gens qui travaillent encore aussi peut-être à l'usine ou dans des travaux plus physiques, mais qui sont ils ont une technicité où il y a les machines et les robots qui sont derrière, qui aident. Donc il y a une distanciation par rapport à la question de, oui, animale, en fait. Et la question du cheval de travail qui revient depuis quelques années de plus en plus, c'est peut-être aussi d'avoir un nouveau rapport justement à la nature. Et le cheval fait un intermédiaire, voilà, et donc il y a peut-être encore une fois un médiateur. Après, c'est vrai qu'on a travaillé avec les étudiants, c'était intéressant, mais finalement dans des contextes qui soient des contextes ruraux. Moi, je vois à Paris, il y a de plus en plus de chevaux à la garde républicaine, la gendarmerie, qui sont en ville, dans plus en plus de villes d'ailleurs, voilà. Donc, même dans le nord de Paris, à Saint-Denis et aussi à Pantin, où finalement, c'est intéressant parce que on voit que tout d'un coup, l'espace s'abaisse parce que le cheval devient un espèce d'objet un peu comme au zoo, ou en tous les cas, qui est un élément étrange, quelque chose d'étrange parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir, et donc ça calme les choses. Par contre, euh, j'habitais pas loin de la République pendant un certain nombre d'années, donc je voyais régulièrement, presque toutes les semaines, les chevaux passer place de la République. Ils étaient par 3, 4, 6, et je pense qu'il n'y a pas une seule fois où il n'y a pas un cheval qui a fait un écart. C'est-à-dire que pour moi, c'était quand même assez poignant de voir que les chevaux n'étaient pas à l'aise parce que dans le contexte actuel, avec l'ensemble des voitures, etc., c'est pas la place d'un cheval dans la ville. Si j'ai pas vécu au 19e, j'ai pas connu le cheval à Paris, mais quand on voit les photos, on voit les chevaux au travail à Paris. Ils sont complètement contenus déjà entre comment dire, par tout l'arnachement qui les contient, les œillères. Donc, ils sont complètement conditionnés pour ne pas justement faire un écart ou quoi que ce soit, malgré tout dans une rumeur. Et donc, c'est quand même c'est quelque chose qui, à mon avis, qui n'était pas du tout confortable. Donc, je pense qu'il faut mesurer. Donc, c'est sûr que si quelqu'un prend soin de son cheval il y a beaucoup de témoignages de personnes qui vivent quand même une relation très forte avec les chevaux, même des textes anciens. Voilà. Donc, l'animal, même moi, j'ai des grands-parents et arrière-grands-parents qui étaient dans une ferme où le cheval était, le cheval ou les chevaux, mais c'était souvent deux chevaux maximum, avaient une relation particulière parmi tous les autres animaux de la ferme, en fait. Parce que c'était vraiment à la fois sans le cheval, on pouvait rien faire parce que c'était vraiment le moteur pour faire. Et puis en même temps, il y avait une relation, oui, bah,
presque d'égal à égal, comme un être vivant qui était presque aussi important que l'être humain. Donc il y a une relation aussi. Donc c'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'à la fois c'est une machine, il travaille, etc. Il est presque un employé, et en même temps il y a une relation émotionnelle avec le cheval. Donc c'est peut-être ça aussi finalement dans ce retour au cheval au travail qui est dedans, en dehors d'un cheval au loisir. Alors, ce serait intéressant, je pense. Moi, je suis pas un spécialiste non plus du cheval. Je le mets en parallèle par rapport à mon propre spécialité d'architecte. Mais c'est presque une question de réflexion que je me pose. Est-ce qu'un cheval au travail aujourd'hui, si on fait une analyse, peut-être vous avez fait rencontrer des personnes qui travaillent avec les chevaux, est-ce qu'ils sont plus, comment dire, peut-être protégés ou en tous les cas mis dans un espace qui est bienveillant qu'un cheval, comme vous disiez, Nathalie, les chevaux de course ou les chevaux dans un centre équestre à Porte de la Villette où les chevaux ne voient jamais quasiment la lumière du jour parce que tout est à l'intérieur. Donc, faut voir aussi quelle est la meilleure condition. Et peut-être que le cheval au travail est en meilleure condition qu'un cheval de centre équestre qui va être malmené voilà, pendant toute sa vie. Je pense que c'est une question de personne. Mm. C'est vraiment une question de personne. Et Parce de que respect. partout, Ouais, ouais. vous aurez de la maltraitance dans tous les milieux, même, je dis, en médiation équine, hein, parce qu'il ne faut pas croire, il y a des gens en médiation équine qui ne sont pas dans les clous non plus. Donc c'est vraiment une question de son rapport personnel, individuel, au respect du vivant. Et on a tous nos critères, on a tous nos curseurs. Et je pense que, alors voilà, on peut faire des généralités, bien évidemment. Il est évident un cheval qui travaille, il a intérêt à être bien, comment dire, euh, enfin, correctement nourri, correctement, enfin, les soins nécessaires, parce que effectivement, c'est pas rentable. Il y a cette notion de rentabilité. Mais moi, j'ai vu, parce que ici, on a des chevaux de trait aussi, et on fait aussi de l'apprentissage longue graine, apprentissage débardage, euh, comment dire, on fait aussi des tours de calèche, etc. Un cheval de trait au travail, en débardage, euh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça peut être extrêmement maltraitant. Les chevaux peuvent porter des charges énormes et on a intérêt à être excessivement attentif à la fatigue du cheval, à gérer son effort. C'est pas rien le cheval au travail. Bon, le cheval de loisir peut être poussé aussi, hein, et puis bon, en compétition, j'en passe et des meilleurs, mais refaire travailler des chevaux euh, dans notre monde qui s'est écarté de ce travail-là, je pense il y a une rééducation à faire aussi en fonction de la puissance de l'animal, de ses capacités, de son entraînement, de sa façon dont il est nourri, géré, etc. Mais c'est vrai que travailler avec son cheval, quand c'est bien fait, la relation est extraordinaire. Extraordinaire. Et ça ne peut marcher. Normalement, ça ne marche que sur la relation affective. Et le cheval obéit au doigt et à l'œil, pratiquement. Moi, j'ai vu des débardeurs, ils tiennent pas grand-chose. Le cheval répond à des codes. C'est un beau travail à voir, en tout cas. Je trouve, en ce qui me concerne, hein, c'est tout à fait, ce n'est que mon avis. Je préfère voir euh, un cheval travailler dans les règles de l'art, bien évidemment, qu'un spectacle équestre mal mené, juste pour faire rêver les gens, alors que derrière, il se passe des choses qui ne sont pas toujours très jolies. Merci beaucoup pour ces réponses. J'avais une question plutôt pour Mathieu, je pense, qui était sur le début de votre présentation, où vous évoquiez notamment la présence de chevaux à Paris. Et je me demandais, on a eu bah, enfin, les chevaux qui ont été, enfin, la présence des chevaux qui a été transformatrice quoi, des espaces en France. Ces grands espaces, c'est des grandes infrastructures, par exemple, tout le réseau de postes du 19e, 18e siècle. Quelle trace on en a aujourd'hui? Est-ce que ça a été repris, réutilisé par les voitures, le train, ou est-ce qu'on a encore des stigmates vraiment à cette échelle quasiment nationale, quoi, de ces grands réseaux, de ces vestiges de la civilisation du cheval? Oui, il y a plein de stigmates en fait. C'est-à-dire que, bon, déjà dans le langage, en fait, je trouve ça intéressant, c'est qu'il y a souvent beaucoup d'expressions qui sont liées à la question du cheval en fait.
vous êtes désarçonné, je sais pas, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, même voire je pense des centaines. Donc il y a toujours dans la langue française une relation au cheval. Et donc qui se traduit aussi par le territoire. Je parlais des portes cochères jusqu'à l'architecture. Finalement, même certains immeubles à Paris, le rez-de-chaussée était très haut parce que c'était les écuries. Donc on a construit la hauteur des bâtiments, finalement, était aussi, bah, au rez-de-chaussée, il y avait les chevaux, hein. Les deux premiers étages, c'était pour plutôt les classes sociales plutôt aisées. Puis plus on montait dans les étages et les étages étaient bas, et c'était les classes populaires jusqu'au dernier étage les combles où c'était finalement les personnes qui travaillaient pour les personnes voilà, donc il y avait une hiérarchie et le cheval, bien sûr, était au rez-de-chaussée. Après, bah, la dimension, oui, des rues était faite passer pour passer comment dire, les véhicules tractés par les chevaux. Aujourd'hui, on est finalement dans le même, comment dire, dans la même dimension. Mais ce qui, je pense que le choix finalement des humains de domestiquer le cheval, c'est il était grand, il était beaucoup plus fort que l'humain, il allait beaucoup plus vite, mais il avait quand même une possibilité d'avoir une relation d'échelle avec lui. Il n'était pas dans une autre échelle que pourrait être, comment dire, par exemple, l'éléphant, bien qu'il soit aussi domestiqué et utilisé pour, voilà, mais c'est pour ça que je pense qu'il s'est aussi beaucoup répandu. Puis après, si on va au niveau du territoire, les relais de poste et puis après, du coup, comment dire, les circonscriptions et puis les chefs-lieux de canton, etc., étaient distanciés par rapport au temps passé pour pouvoir parcourir. Donc, tous les départements étaient construits par rapport à la distance parcourue par les chevaux. Mais on va jusqu'aux parcelles, parce qu'avant le remembrement, et puis encore comment dire, des régions où il n'y a pas eu le remembrement agricole. Je cite par exemple Nathalie Le Morvan, où en fait les parcelles étaient très 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 en longueur et étaient comment dire dimensionnées pour une personne et un animal pour l'attraction, hein, que ce soit un cheval ou un bœuf, etc. C'était être capable de pouvoir travailler dessus. Donc c'est des parcelles très très fines, de la dimension finalement de l'animal et être capable de pouvoir l'exploiter avec un animal et puis un être humain. Donc on les voit ces traces. Bon, elles disparaissent, mais en tous les cas, elles sont structurantes, hein, de l'échelle architecturale jusqu'à l'échelle, comment dire, du territoire. Après, je pense que bon, c'est une partie de mes études, donc je suis pas consacré là-dedans, mais je pense que ce serait intéressant de voir aussi, suivant les régions, c'était plutôt le bœuf ou le cheval pour l'attraction. Donc, pour différentes raisons, sur la question de la qualité de la terre, la difficulté, les saisons, le temps, aussi les coutumes, les habitudes. Je pense que ce serait intéressant de voir s'il y a des différences, en tous les cas, ou des habitudes du coup, en tout cas, c'était aussi entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Voilà, c'était aussi en fonction du climat. C'est vrai que plus on descend en Méditerranée, le cheval est beaucoup moins présent et c'est plutôt l'âne qui est plus robuste, qui est plus, comment dire, qui arrive à vivre dans des conditions un peu plus difficiles, en fait. Donc voilà à peu près voilà. Mais c'est vrai que, si je peux peut-être finir, c'est que le cheval était omniprésent. Et c'est ça qui est vraiment incroyable dans Paris pour tout, en fait. Et il y avait aussi des vaches, hein. Il y avait des vacheries pour le lait, pour avoir le lait comment dire, à disposition, parce qu'il n'y avait pas la possibilité de le conserver très longtemps. Donc il y avait aussi des vaches qui étaient dans Paris. Donc ça veut dire qu'il y avait du bruit. C'est-à-dire que le bruit des animaux dans la ville, ne serait-ce que dans les écuries, parce que la nuit, ils peuvent taper, etc. Je pense que ça devait être aussi incroyable. Il n'y avait pas du tout la même relation au bruit même oui, à tout le rapport animal en fait, qu'on a complètement, de lequel on s'est complètement distancié. Mais du temps de Versailles, il y avait une dizaine d'académies d'art équestre. Hein, je veux dire, à Versailles, il y avait 200 chevaux. Enfin, c'était intégré à la vie de la ville. Et dans Paris, dans la carte que j'ai faite, c'est-à-dire que dans tout l'ouest parisien, il y avait vraiment un maillage comment dire, de manèges dans Paris pour apprendre à faire de l'équitation. Voilà, c'est ça. Ou Ouais. pour Ouais. apprendre à mener les chevaux. Mm. Donc c'était vraiment commun, comme si c'était des gymnases en fait. Aujourd'hui, il y a des gymnases dans tout Paris. Ben là, il y avait des manèges pour les chevaux. Et puis il faut voir aussi en dehors des personnes qui travaillent directement avec les chevaux, c'est tout en fait les métiers qui étaient autour du cheval. C'est-à-dire que c'était une chaîne, le cheval. C'était bien sûr les maréchals ferrants, les gens qui fabriquaient tous les harnachements, les carrosses. Et puis le cheval, après, il partait à l'équarrissage. Il était complètement utilisé. Toute la matière du cheval était utilisée.
C'est-à-dire que à Paris, c'était à la Villette les abattoirs. Moi, j'ai travaillé sur un autre livre Qui a tué Félix Potin. Donc, Félix Potin, un épicier qui était dans les années 30, c'était la plus grande fortune française, qui a fait sa fortune sur comment dire, le sucre, hein, au 19e siècle, en vendant du sucre. Et le sucre, pour raffiner le sucre blanc, il fallait du sang d'animal. Et donc, c'est beaucoup de sang en fait, de chevaux qui partaient à l'équarrissage parce qu'ils étaient plus viables, finalement, c'était des chevaux réformés à la Villette, et également la graisse qui est utilisée pour faire le savon, donc les usines Cartier-Bresson qui étaient à Pantin, qui utilisaient aussi la graisse du cheval. Donc on allait jusqu'à utiliser tout, comment dire, la matière même du cheval. Donc il y avait une espèce d'économie. François Jarry a beaucoup écrit aussi, donc, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui a écrit sur ces éléments-là. Donc il y avait une économie autour du cheval, on utilisait tout jusqu'au bout. Il y a eu des boucheries chevalines, il y en a encore Oui. quelques-unes qui sont très rares, mais voilà, on mangeait du cheval comme on mangeait du bœuf. Donc, Et les races, du coup, ça aussi, c'est-à-dire que dans les années 50-60, où le cheval de trait a disparu, a été remplacé par les machines, du coup, il y a la filière du coup, de la boucherie chevaline pour pouvoir continuer à faire vivre finalement cette filière du cheval, comment dire, de trait de l'utiliser pour la boucherie. oui, les animalistes sont, sont horrifiés, mais c'est vrai que le cheval de trait, notamment dans le Morvan, il y a une race particulière qui s'appelle le trait d'Auxois, donc a résisté grâce à son exportation au Japon il y a pas, il y a quelques années. Les Japonais étaient friands du cheval de trait. Ah oui, ils le sont toujours, hein, d'ailleurs. Ouais, Oui, je pense d'ailleurs, que oui, oui, ouais. toujours. Donc voilà. Mais la filière s'est un peu arrêtée chez nous. Ouais. J'avais une autre question aussi qui était peut-être un peu plus générale sur on va dire les centres équestres ou les structures avec des équidés. Enfin, il y a deux questions. C'est la place de ces équidés, mais un peu de manière quasiment géographique, quoi, au sein de ces structures. Moi, sur les structures de traction animale, ils sont enfin, très souvent, ils sont au centre du projet, ils sont proches des lieux d'habitation. Ils sont au centre du projet de vie, en fait, des personnes qui sont sur ce type de structure. Donc, la première question. Et la deuxième, c'est l'insertion avec le reste du système de production, donc surtout pour les centres équestres, le rapport aux autres aspects de la nature, on va dire. Donc, que ce soit la biodiversité, le type de production agricole. Tout à l'heure, Nathalie, vous parliez d'avoir des hectares et des hectares, donc c'était plus simple qu'à Paris. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ça aussi, l'insertion entre l'animal et le système de production. Alors, faudrait préciser, qu'est-ce que vous entendez par système de production? Et bien, tout ce qui est production agricole, enfin, je sais que sur des centres équestres, on a des systèmes qui vont être plus ou moins intensifs, avec une intensivité du pâturage ou ce genre de choses. Donc, est-ce que sur des structures plutôt de médiation, on va avoir une approche qui va être un peu différente par rapport à ça? D'accord. Alors bon, ça dépend, c'est toujours pareil. Est-ce que le centre équestre fait partie d'une structure agricole ou pas, et Hmm. d'une structure agricole qui fonctionne? Euh, eh ben, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a beaucoup de centres équestres qui ne sont qu'un lieu d'équitation et qui ne sont pas intégrés à une activité agricole à côté. Là, chez moi, à une époque, effectivement, on faisait notre propre foin, on avait un peu moins de chevaux. Là, c'est plus possible, on est obligé d'acheter notre foin à l'extérieur. Le centre équestre qui est à côté, c'est pareil, c'est qu'un centre équestre, il n'y a pas du tout d'activité agricole dessus. C'est assez souvent séparé. Mais vous avez raison, tout ce qui est effectivement travail de la terre avec le cheval et le cheval travail, lui, effectivement, il est au centre du projet d'une ferme, par exemple, ou d'une activité agricole. Alors que le cheval loisir, non. Hmm. C'est plus même parfois des agriculteurs qui vont accueillir des chevaux chez eux en pension, etc. Mais le centre équestre en lui-même n'a pas vertu d'une activité agricole. Enfin, c'est séparé. Et donc, le centre équestre a besoin effectivement de contacter des agriculteurs pour se fournir en grains,
en granulé tout fait souvent, mais c'est très rare qu'ils mangent de l'orge. Nous, on fait pas mal d'orge germée parce qu'on trouve que c'est naturel. Euh, Ils sont même pas producteurs de leur propre foin. Hmm. En fait, les deux sont séparés. Il y a pas la notion d'activité agricole dans un centre équestre classique compétition loisir. D'accord. Et au niveau de, ouais, de la place des équidés, d'un point de vue ouais, enfin, géographique, quoi, dans la conception, est-ce que la proximité avec le gérant, la proximité visuelle aussi avec les personnes qui sont qui sont présentes sur le centre, il y a des Bah, réflexions autour de ça ou... non, en fait, bon, je veux pas parler à la place. Voilà, j'ai pas fait une enquête particulière, mais il n'y a pas cette réflexion-là. D'autant plus que euh, l'idéal, en ce qui me concerne, ça aurait été d'avoir le centre bâti au milieu de toute d'une zone. Si j'avais pu avoir le centre au milieu des 25 hectares, ça aurait été plus simple pour moi parce qu'il y aurait eu un rapport euh, du centre jusqu'à l'extérieur, avec l'introduction de la nature de façon graduelle, qui aurait été pensée de cette façon-là, ça m'aurait intéressé. Là, on est soumis aux routes, aux bâtis existants, aux villages, aux hameaux, etc. C'est pas toujours simple. Donc nous, on a tout un pan où effectivement les chevaux euh, peuvent venir directement jusqu'au centre parce que il y a une quinzaine d'hectares, mais il faut que je traverse la route, qui est petite bien évidemment, mais pour aller de l'autre côté. Et il y a plein de centres équestres qui n'ont pas toute leur pâture collée au centre même. Donc, il faut aller chercher les chevaux, il faut les ramener, il faut les... Voilà, c'est pas simple parce que structurellement, il n'y a pas toujours le nombre d'hectares nécessaires pour pouvoir entourer le centre lui-même. Hmm. Dans la conception avec Mathieu, bien évidemment, c'est ce qu'on rechercherait pour qu'il y ait vraiment une immersion totale dans la nature, mais c'est en fonction de l'implantation des centres. Et c'est pas facile la terre, et notamment dans le sud, par exemple, où bah, il y a toute une réflexion aussi. Il n'y a pas d'herbe, c'est aride, c'est pentu, il y a pas beaucoup d'hectares. La pression urbaine et la pression de la construction va faire que bah, il y a moins d'espace. Ouais, bien sûr, ouais. Voilà. Donc en fait, il y a pas cette relation agricole en fait Hmm. de base. On se sert parfois, les centres se servent, rachètent des structures agricoles pour y mettre une structure loisir, mais vont pas avoir une activité agricole. Hmm. Alors certains oui, mais, mais la plupart pas forcément. Et nous ici, on ne fait plus d'activité agricole parce que voilà, on a une pression du cheval au mètre carré qui est trop importante, donc on les laisse, on essaye de tourner et de faire des pâtures tournantes pour la pression parasitaire, etc. Mais on importe notre foin maintenant. D'accord, ok. Mais on ressemble à une structure agricole parce qu'on a deux tracteurs, il faut faire les haies, il faut entretenir les pâtures, enfin bon voilà. On a des bottes de Hmm. foin, c'est plus 20 kilos, c'est 300 voire 500. Donc il y a une modernité nécessaire. Voilà. Même Et- en termes de construction, c'est une, je veux dire, si en termes de déclaration, c'est une structure agricole. C'est considéré, quand on fait un dépôt de permis de construire, une structure agricole. Donc, c'est, Mm. c'est, ça Mais reste quand voilà, même assimilé à une structure oui. agricole. S'il n'y a pas Mais par exemple, ça me faisait penser à pas mal de structures en Italie où il y a la question de l'agritourisme. En fait, beaucoup de fermes se sont développées sur la question de l'agritourisme. Donc, souvent on transformait les fermes en plutôt donc agritourisme, c'est-à-dire à la fois accueillir des touristes, donc faire comme comment dire un gîte, mais c'est-à-dire que et puis repas, mais c'est-à-dire que l'ensemble de la production doit être quasiment produite en fait sur le site. Et souvent, donc, ils se sont tournés vers une culture qui est plus raisonnée ou biologique, Mm. en lien avec la question des chevaux. Alors souvent avec aussi des propositions du cheval pour le loisir. Donc, accompagner finalement différents, à la fois travail et loisir. Alors, pas forcément travailler avec les chevaux, mais en tous les cas, où le cheval a aussi une importance, pareil, de cet médiateur. En lien avec une activité agricole. Donc ça, c'est en Italie, c'est assez courant en fait, mais c'est un modèle qui a été développé depuis les années 70 du lien du tourisme avec l'agricole et la question de la production de la nourriture agricole. Euh, après, je pense que
Je sais pas, mais aujourd'hui, je pense que vous êtes beaucoup plus à même de répondre à ces questions, mais sur la question de l'attraction animale, je pense que souvent les personnes, j'en ai rencontré quelques-unes, ont très peu de chevaux, en tout cas travaillent avec comme auparavant, avec un, deux, voire Un, trois. deux Après, chevaux. il peut y avoir des Mm, attelages et des personnes qui en mm, ont plus, mais la plupart, c'est vraiment un animal, en fait, ou deux pour pouvoir, mm, comment dire, travailler un peu plus, voilà, et puis pour que le cheval puisse se reposer. Donc, c'est pas comme une structure d'un centre équestre classique de loisirs ou de mm, sport, où là, où c'est vraiment mm, une énorme structure, c'est une mm, énorme machine, ou des centres de reproduction voilà, et d'élevage, là où on est encore sur une autre dimension. Je pense que c'est aussi les personnes qui font le choix de l'attraction animale, c'est un choix d'une agriculture, un autre modèle d'agriculture. Donc après, ils trouvent d'autres modèles pour trouver d'autres sources de revenus, voilà, donc peut-être aussi autour de la pédagogie. Mais je ne sais pas si finalement la petite production de ces personnes est vraiment le cœur du système, ou en tout cas ils sont obligés de travailler avec d'autres moyens voilà, parce que la production est diminuée, donc on peut gagner en qualité, on peut trouver faire d'autres produits, mais ce ne sera pas tout à fait la même production que voilà, avec un espace qui est complètement mécanisé, qui a été optimisé pour faire du quantitatif. Donc je pense que ça, c'est intéressant aussi de voir entre qualitatif, quantitatif et qu'est-ce que ça peut apporter en fait comme valeur ajoutée. Il y a une vigneronne en Bourgogne qui travaille avec une partie de ses parcelles avec deux juments. Je pense que ça fait partie aussi de son, comment dire, de la vente, de la, comment dire, de d'une son label. Oui. communication, mais c'est pas Ouais. négatif, hein, du coup, pour vendre son vin qui est à la Mm, fois bio mm, et qui est mm, travaillé de façon mm, naturelle. Donc, il y a aussi tout un travail autour, je mm. pense, de ce que ça peut apporter comme terme d'image. C'est souvent, voilà, moi j'ai deux collègues, il y en a un qui travaille en débardage, l'autre qui travaille dans les vignes. Ils ont leur cheval de trait et ils louent leur service, hein. Ils Mm, arrivent avec leur vent, ils louent leur service et mm. voilà, c'est dans les structures qui ont besoin de de leur pratique. Merci beaucoup. Moi, j'ai plus trop de questions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions Qu'est-ce que conclusives j'avais quelque chose à ici. rajouter? Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas pour votre présentation et votre présence matinale. Euh, C'était très enrichissant. C'est vrai que c'est la première fois, il me semble, qu'on a une présentation comme ça avec bah, quelqu'un plus praticienne. Et on est ravis de pouvoir ouvrir l'association aussi à ces alliances entre la recherche et la pratique. C'est très, très enrichissant, en tout cas, euh, pour ma part, en tant que doctorante, je trouve ça vraiment éclairant. Et en tant que présidente de l'association, je suis ravie que l'association puisse s'ouvrir comme ça et qu'on ne reste pas confiné non plus entre académiciens. Parce que la recherche C'est ne se vrai fait que euh, que à l'université. bah, moi, en fait, j'ai une thèse de biologie moléculaire, donc j'ai un parcours universitaire de recherche où j'ai fait toute ma première vie dans la recherche, dans l'industrie pharmaceutique. Et donc, j'ai ce côté-là aussi. Mais avec Mathieu, on essaye vraiment d'être dans la recherche appliquée, en fait. Et c'est vrai que je pense que ce que vous venez de dire là, c'est vraiment intéressant de lier en fait la pratique et la recherche. Moi, j'ai Mm, toujours fait ce lien entre ma pratique architecturale du métier et construire, et puis une recherche qui est donc ce que j'appelle recherche par le projet. Et quand je me suis finalement attaquer à la question du cheval dans la recherche, bah, j'ai comment dire, recommencé à monter, mais aussi à m'initier au débardage, m'initier aussi comment dire, à l'attelage ou au travail, comment dire, soit en liberté ou au sol, pour
donc vraiment une initiation, vraiment, mais pour comprendre aussi, pour avoir une relation, comprendre physiquement aussi le rapport au cheval et pas être juste dans quelque chose, un regard autre. C'est difficile d'être Oui. en seul spectateur et de pas comprendre les sensations que ça peut avoir. Et je pense que ça influe aussi sur la relation qu'on peut avoir à la recherche. Et c'est ce que vous disiez, Nathalie. Je pense que c'est vraiment le lien entre les deux qui est, en tous les cas pour nous, et c'est comme ça aussi que s'est fait la rencontre dans le travail, de ce lien entre finalement dans le physique et puis une recherche plus, comment dire, académique. Ça, c'est vraiment, je pense, une piste très intéressante. C'est un peu, voilà, nous, ce qu'on cherche, c'est éviter le hors-sol. Mm. Voilà. C'est-à-dire que intellectuellement, moi, j'ai travaillé longtemps avec forcément des purs esprits universitaires, et à un moment, l'esprit se fait plaisir et commence à quitter le pragmatisme, et on se rend compte que la théorie devient tellement éloignée de la réalité qu'elle est plus valable. Et c'est un peu ça le danger. euh, et frotter la théorie à l'incarnation dans la matière et dans la réalité, c'est enrichissant pour tout le monde, en fait. Parce que les gens de terrain, des fois, ont du mal à conceptualiser ce qu'ils vivent. Et les gens qui sont pur esprit ont du mal à incarner ce qu'ils racontent. Et la rencontre des deux est excessivement complémentaire et fait avancer le tout. Et c'est vraiment ce qu'on a découvert en travaillant avec Mathieu. Et, euh, et je trouve que ça donne beaucoup plus d'ampleur au travail global. Très D'autant bien. plus que excusez-moi, d'autant plus que dans notre société, on est quand même des êtres qui on se désincarne. La technologie, les réseaux, les écrans, tout ça, c'est le danger, hein, c'est un grand danger de notre société. Et revenons à la nature, mais à la nature pas idéologisée non plus, mais voilà, moi, ce que j'aime dire, le temps du paysan, oui. Voilà. Ça va bien. Sur ces beaux mots de recherche sur les chevaux et avec les chevaux. Enfin, je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end. Et donc, Ben, merci à vous. trouver cette vidéo sur YouTube prochainement. On va la mettre en ligne ces jours-ci. Eh bien, merci pour votre invitation et à ceux qui étaient présents. Merci Avec beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.